Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle émission sur l'alchimie. Alors, la vidéo précédente était sur l'application de la langue des oiseaux pour essayer de décrypter les prénoms. Et cette fois, je vous propose une autre façon d'aborder l'alchimie, mais toujours par le prisme de la langue des oiseaux. Alors, je rappelle que la langue des oiseaux était un langage secret qu'utilisaient les alchimistes pour se transmettre des secrets ou des formules alchimiques, entre autres. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de l'appliquer sur les contes de notre enfance. Et ouais, alors on connaît tous Cendrillon, Blanche-Neige, les contes de Grimm, Merlin, les Schtroumpfs, en tant que contes ou histoires pour enfants vus et lus au premier degré. Eh bien vous allez voir que lorsque vous passez ces histoires par le filtre de la langue des oiseaux, on obtient une lecture, une compréhension, une approche totalement différente. C'est incroyable, c'est passionnant, cette relecture alchimique par Patrick Burrech-Ténas. Allez, premier exemple, on commence avec un conte ultra connu, Blanche-Neige. Comment ça se passe, Blanche-Neige, et comment ça commence? Eh bien, Blanche-Neige, souvenez-vous, c'est une femme, ou une reine, selon les traductions, qui est devant une fenêtre d'ébène, dehors il neige, et elle est en train de coudre, et elle se pique le doigt. Et elle dit « J'aimerais bien avoir une fille, qui ait la peau blanche comme la neige, les cheveux noirs comme l'ébène et les lèvres rouges comme le sang. Tiens, 3 couleurs, noir, blanc, rouge. Ça nous rappelle quelque chose. Elle dit « J'aimerais bien avoir une fille, un enfant, qui va s'appeler Blanche-Neige. Et Blanche-Neige, bien sûr, c'est la matière première, Blanche-Neige pure, et qui va passer par les 3 couleurs de l'œuvre, noir, blanc, rouge. » Alors elle finit par avoir cet enfant, elle meurt en couche, de la mère on n'en parle plus, et son père se remarie avec une vilaine sorcière, une vilaine reine. Mais qui est cette vilaine reine? Eh bien elle représente en alchimie ce qu'on appelle le souffleur, c'est-à-dire, ou l'envieux, celui qui cherche la pierre philosophale pour le pouvoir, pour les apparences, et non pas pour ce qu'il y a derrière. Elle le cherche tellement en fonction des apparences qu'elle pose sans arrêt la question à son miroir, est-ce que je suis la plus belle? Elle ne demande pas à son miroir est-ce que je suis la plus belle à l'intérieur. Non, c'est son aspect extérieur qui l'intéresse. Alors Blanche-Neige reste au château avec sa belle-mère, c'est vraiment le cas de le dire, jusqu'à ce qu'elle ait 7 ans. Et quand elle a 7 ans, la vilaine sorcière demande, ou plutôt la reine, mais qui est aussi cette vilaine sorcière, demande au miroir est-ce que je suis la plus belle? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien le miroir lui fait une réflexion, ce qui est le minimum pour un miroir, car ce miroir réfléchit bien sûr. Et ce miroir réfléchissant lui dit « Non, non, c'est pas toi la plus belle. » Car ce miroir est capable de voir au-delà des apparences. Et au-delà des apparences, il voit la plus belle, c'est Blanche-Neige, et pas toi. Alors, la sorcière, folle de rage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend Blanche-Neige, puis elle la met à la porte. Et Blanche-Neige s'en va, mais elle part pas n'importe comment. Elle court dans une forêt où elle trébuche sur les cailloux et elle croise des bêtes sauvages qui ne lui font pas peur. Elle passe par le minéral, le végétal et l'animal. Et elle s'enfuit. Et la vilaine sorcière, elle se rassérène et elle dit « Non, non, je peux pas la laisser partir comme ça. Il faut que je sois sûr qu'elle soit morte. » Alors elle envoie un chasseur vert. Pas n'importe quel chasseur, il est vert ce chasseur. Et elle lui dit « Quand tu auras trouvé Blanche-Neige, tu vas la tuer et tu me ramèneras ses poumons et son foie. » Alors là, on voit la différence avec Walt Disney, bien sûr, où on a l'histoire du cœur. Là, c'est important que ça soit les poumons et le foie. Alors déjà, pourquoi un chasseur vert? Alors on sait bien sûr maintenant que le vert est la couleur des choses cachées, puisque c'était la couleur de Lucifer. Donc il est complètement normal que ça soit les choses cachées, puisque cette sorcière essaye de faire l'œuvre. Et comment faire l'œuvre? Eh bien, il faut ouvrir la matière première, la décomposer, et en ressortir le sel, le soufre et le mercure. Donc, c'est complètement normal que le chasseur aille tuer Blanche-Neige, aille ouvrir la matière première et ramène les poumons et le foie. Et on se dit, mais pourquoi les poumons et le foie et pas le cœur? Eh bien, les poumons, c'est l'endroit où est le souffle. Et l'endroit où est le souffle, c'est l'endroit où est le soufre. Donc c'est pas un hasard si le soufre est si proche du souffle. À tel point, c'est quand nous on souffle. On utilise notre souffle pour exprimer notre souffrance. Donc, il est normal qu'elle demande les poumons. Alors pourquoi le foie? Eh bien c'est simple, parce que le foie est le siège de la foi. C'est là où est le mercure, l'esprit. À tel point, c'est quand Prométhée a volé le feu aux dieux. On le voit, ce feu qui descend à l'intérieur de la matière, cette lumière. Eh bien qu'est-ce qui se passe? Quelle est sa punition? C'est un volatile qui vient lui manger le foie.
Donc il vient récupérer le mercure caché à l'intérieur de la matière. Donc il est complètement normal qu'elle demande le foie. Et d'ailleurs, quand on n'a plus cette foi ou ce foie, cet esprit, eh bien notre âme erre. Et c'est pourquoi la mer est le siège du foie. Et c'est pourquoi quand notre âme erre, elle finit par nous tuer, car l'âme erre tue me. L'âme qui erre me tue. Donc, à l'intérieur du foie, on va retrouver le mercure. À l'intérieur des poumons, on va retrouver le soufre. Mais il manque un élément, le sel, celui qui va sceller, car le sel scelle et va permettre de réassocier le soufre et le mercure. Alors il est textuellement marqué dans le livre. Elle dit au chasseur, « Quand tu auras tué Blanche-Neige, tu ramèneras ses poumons et son foie, et tu les donneras à mon cuisinier qui les cuisinera au sel. » C'est textuellement marqué comme ça. Donc on voit ce cuisinier qui représente finalement l'alchimiste, qui sera capable de faire le lien entre le soufre et le mercure grâce au sel. Donc c'est bien une opération alchimique qu'on décrit. Alors le chasseur vert passe à travers la forêt, tombe sur Blanche-Neige, elle lui fait du charme et il la tue pas. Alors à la place, il est bien obligé de ramener quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve un marcassin, pas un sanglier, un marcassin. Et c'est ce marcassin qui tue, à qui il prend les poumons et le foie et qui va ramener à la reine. Alors pourquoi un marcassin? Parce que le marcassin, c'est un petit sanglier, un sanglier qui n'est pas abouti. Et je vous ai dit tout à l'heure que, finalement, pour faire la pierre philosophale, il faut réassembler le sel, le soufre et le mercure. Le mercure aura toujours une couleur blanche, le soufre aura toujours une couleur rouge. Donc, pour faire l'œuvre, il faudra mélanger le blanc et le rouge. Il faudra lier le sang, donc le sang lié. À chaque fois qu'on verra un sanglier dans un conte, c'est cette opération qui voudra lier le sang, le blanc et le rouge, pour trouver le début de l'œuvre. Mais le chasseur vert est incapable de trouver l'œuvre terminée. Alors il prend un marcassin qui est un sanglier qui n'est pas abouti. Donc il ne pourra pas lier le sang, mais par contre il pourra amener des morceaux qui ressemblent à Blanche-Neige. Alors, il fait ça, il ramène à la ville une sorcière et Blanche-Neige se sauve. Mais elle se sauve pas n'importe où. Elle passe au-delà des 7 montagnes d'airain. Les 7 montagnes, l'airain étant le bronze, et le bronze étant un métal qui résonne, qui nous met au diapason, en accord. Et quand on est en accord, bien sûr, on trouve la commune union, l'unisson, le son unique. Alors elle franchit les 7 montagnes et elle arrive pas n'importe où, elle arrive chez les 7 nains. Mais ces 7 nains, pourquoi c'est des nains et pourquoi c'est pas des personnages normaux? Eh bien parce qu'en réalité c'est pas des nains, mais c'est des gnomes, de gnose, la connaissance. Et ces 7 nains représentent les 7 étapes, représentent les 7 métaux que l'alchimiste doit travailler. Et pour bien montrer qu'ils sont sur le chemin de la quête, eh bien ils répondent exactement à la question du vitriol. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre occulte, car le travail des 7 nains, c'est bien de creuser l'intérieur de la terre pour trouver des pierres précieuses. Alors Blanche-Neige arrive, elle arrive dans la maison des 7 nains, et là, l'opération alchimique va être les 7 métaux vont nourrir la matière précieuse. Elle va franchir les 7 étapes. Et c'est figuré comment? Eh bien, elle arrive dans la maison des 7 nains et elle mange dans chaque assiette. Et elle boit dans chaque verre. À chaque fois qu'elle fait ça, elle franchit une démarche. Elle se purifie. Elle s'arrête. Elle prend son immobilité. À tel point, c'est que quand elle a fini de manger, eh bien, elle va se coucher. Elle devient donc bien immobile, après s'être nourrie des 7 métaux. Alors elle va se coucher, elle trouve un lit à sa taille, ce qui est d'ailleurs très curieux parce que c'était des nains, mais elle essaye tous les lits et elle finit par en trouver un qui est exactement à sa taille. C'est encore une opération alchimique qui est, imaginez, vous faites de la cuisine, vous mélangez des produits, et bien pour que tout se mélange également, qu'est-ce qu'on fait? On laisse reposer. Et bien c'est ce qu'elle fait, elle va se reposer. Quand elle s'est reposée, eh bien les 7 nains arrivent. Et là, ils la voient, ils disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette fille qui est venue chez nous ?» Ils disent « On ne peut pas la mettre à la porte. » Et il y en a un qui dit « Non, on ne peut pas la mettre à la porte avec ses cheveux noirs comme l'ébène, sa peau blanche comme la neige et ses lèvres rouges comme le sang. On va la garder. Mais on va la garder à une condition, c'est qu'elle s'occupe de nous. Les métaux se sont occupés de la matière première. En retour, la matière première doit s'occuper des métaux. » Alors, le lendemain matin, tout le monde se réveille, c'est merveilleux. Les 7 nains repartent travailler et Blanche-Neige reste tout seul dans la chaumière. Mais la vilaine sorcière est toujours dans son château. Elle demande à son miroir « Est-ce que je suis la plus belle ?» Et le miroir, qui voit au-delà des apparences, lui dit « Non, non,
c'est pas toi la plus belle, c'est toujours Blanche-Neige qui est chez les 7 nains. Alors là, elle dit, il faut que je fasse quelque chose. Le chasseur vert n'a pas fait son travail, donc moi je vais essayer de le faire l'œuvre moi-même. Alors, elle se déguise en mercière, et elle va voir Blanche-Neige, et elle lui offre un corset. Blanche-Neige met ce corset, et la sorcière serre tellement fort le corset qu'elle perd son souffle. Et encore une fois, on retrouve les poumons. C'est-à-dire le soufre qu'elle n'a pas pu prendre à travers les poumons, elle essaye de le prendre à travers le corset qu'elle serre tellement fort. Et Blanche-Neige tombe sans souffle. La vilaine sorcière rentre chez elle, et les nains rentrent du travail. Ils voient Blanche-Neige par terre. Ils disent, mais pourquoi elle est par terre, Blanche-Neige? Alors ils cherchent, ils regardent, et ils s'aperçoivent qu'elle porte un corset qui est trop serré. Alors, ils détachent le corset, et elle retrouve un nouveau souffle. Et là, on voit comme opération la purification du soufre. Le lendemain matin, tout va bien, tout le monde est content, les nains repartent travailler, et Blanche-Neige reste toute seule. Et la vilaine sorcière repose la question à son miroir, est-ce que je suis la plus belle? Et le miroir lui dit non, pas du tout, c'est toujours Blanche-Neige. Alors là, elle décide de faire autrement. Elle n'a pas pu réussir à prendre le soufre, elle va essayer de prendre le mercure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en marchande, et elle va voir Blanche-Neige et elle lui offre un peigne. Et Blanche-Neige prend le peigne, elle se le met dans les cheveux, mais le peigne était empoisonné. Alors elle tombe sans connaissance cette fois, et on voit bien que le siège de la connaissance, c'est bien le mercure, l'esprit. Et le peigne est l'endroit qui se place sur la partie la plus haute du corps, sur l'esprit. Donc, elle essaye de lui voler son esprit, lui prendre le mercure de la matière première de cette manière-là. Alors les nains arrivent, et voient Blanche-Neige par terre, regardent, et ils se posent la question, est-ce que c'est un corset? Non, elle n'a pas de corset, et il y en a un qui s'aperçoit qu'elle a un peigne dans les cheveux. Alors il lui retire le peigne, et elle recouvre sa connaissance. Et là on voit la purification du mercure. Alors, le lendemain matin, les nains repartent au travail, et Blanche-Neige se retrouve tout seul. Et la vilaine sorcière se pose toujours la question, est-ce que je suis la plus belle? Et le miroir lui dit immanquablement, non, c'est toujours Blanche-Neige qui est la plus belle. Alors là, elle se dit, il faut que je fasse un gros coup. La première fois, j'ai essayé de prendre le soufre. La deuxième fois, j'ai essayé de prendre le mercure. Là, vous voyez comme quoi il y a toujours 3 épreuves, toujours 3 étapes. Elle se dit, il va falloir que j'essaye de prendre les 2 choses en même temps. Alors elle s'enferme dans son labor oratoire, un endroit connu d'elle seule. Et à l'intérieur de ce laboratoire, elle fait une pomme. Et la pomme, bien sûr, c'est le fruit de la connaissance, depuis une vieille histoire que je vous rappellerai pas. Et cette pomme, elle décide de la faire de 2 couleurs, une partie blanche et une partie rouge, une partie soufre et une partie mercure. Et elle empoisonne la partie rouge. Et elle se déguise en marchande et elle va voir Blanche-Neige. Et elle lui propose la pomme. Mais Blanche-Neige, elle se méfie, elle s'est fait avoir 2 fois déjà. Et elle dit cette fois, c'est fini, je fais attention, je refuse cette pomme. Alors la sorcière dit, en désespoir de cause, plutôt qu'il n'y ait rien, elle coupe la pomme en 2, elle garde la partie blanche, et elle lui donne la partie rouge empoisonnée. Et Blanche-Neige mange la partie rouge. Et cette fois, elle tombe comme morte. Donc on voit bien les 3 étapes. La première, elle perd le souffle, le soufre. La deuxième, elle perd l'esprit, le mercure. Et la troisième, elle est comme morte. C'est comme si, une fois qu'on avait retiré le soufre et le mercure de la matière, cette matière semblait morte, inanimée, immobile. Et on sait bien maintenant qu'une matière immobile, c'est une matière capable de recevoir la lumière. Alors la Blanche-Neige, la vilaine sorcière, contente de son forfait, retourne chez elle. Et les nains rentrent. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Blanche-Neige par terre. Alors ils regardent. Est-ce qu'elle a un corset? Non, elle n'a pas de corset. Est-ce qu'elle a un peigne dans les cheveux? Non, elle n'a pas de peigne. Alors qu'est-ce qu'elle a? Ils essayent de la ranimer, mais rien n'y fait. Alors ils essayent de la laver avec de l'eau et du vin. Un liquide blanc, un liquide rouge. Mais rien n'y fait. Elle paraît toujours morte. Alors ils décident de la veiller. Et chacun des 7 nains, avec une bougie, va passer une nuit devant cette matière première qui semble comme morte. C'est comme si les métaux l'avaient au début nourrie de matière à travers les assiettes et les verres, et maintenant la nourrissaient d'esprit à travers les bougies. Et lors du 7e jour, Blanche-Neige semble toujours morte. Alors ils décident de l'enterrer. Mais il y en a un qui dit, mais non, c'est pas possible, elle est toujours tellement belle, avec ses cheveux noirs, avec sa peau blanche et avec ses lèvres rouges, on peut pas l'enterrer comme ça. Alors ils décident de la mettre dans un cercueil de verre dont on peut voir de tous les côtés.
Et ce cercueil de verre, on le voit, c'est un ballon de laboratoire dans lequel on va mettre la matière première. Cette matière première qui semble comme morte maintenant, et qui n'a plus qu'à attendre la lumière qui vient d'en haut pour l'éclairer. Alors, ils amènent Blanche-Neige dans son cercueil, et ils la mettent en haut d'une colline. Et la lumière arrive. Elle arrive comment? Eh bien, sous la forme du prince charmant. Celui qui est toujours beau, celui qui est toujours jeune, Mercure, le messager des dieux. Et ça tombe bien parce que c'est un prince qui est très aimant. Et s'il est très aimant, il doit être très attirant. Et s'il est très attirant, il doit attirer quelque chose. Donc ça doit être le seul capable d'attirer la lumière d'en haut pour pouvoir la faire descendre en bas. Alors il va voir évidemment les nains qui gardent Blanche-Neige et il demande aux nains « Est-ce que je peux vous l'acheter, cette merveilleuse princesse ?» Alors les nains regardent le prince charmant outré en lui disant « L'acheter pour tout l'or du monde, tu ne pourras pas l'avoir. » Alors le prince réfléchit, il voit qu'il ne peut pas l'avoir par la matière, alors il va essayer de l'avoir par la seule chose possible, l'amour, c'est-à-dire la communion entre le haut et le bas. Alors il dit aux nains, « Eh bien, si je vous promets de l'amener avec moi et de la chérir jusqu'à la fin des temps, là, les nains acceptent. » Et à partir de ce moment-là, il y a une fin hard et une fin soft. Alors, la fin hard, eh ben, c'est simple, il la réveille en lui faisant un enfant, hein, et c'est normal puisque c'est la conjonction entre le mercure et la matière première, et l'enfant naissant est la pierre philosophale. Et la fin soft, eh bien, il demande à de ses serviteurs de prendre le cercueil et de l'amener dans son château. Alors, il l'amène dans le château et il y a un des serviteurs qui trébuche. Et en trébuchant, le trognon de pomme qu'elle avait dans la gorge sort. Et cette fois, elle retrouve la vie. Ce qui ne l'empêche pas de l'amener dans son château et de lui faire beaucoup d'enfants quand même après. Puisqu'il faut absolument qu'il y ait cette conjonction entre le haut et le bas pour que la pierre naisse. Mais tout alchimiste sait que l'œuvre n'est pas terminée à ce moment-là. Il reste encore quelque chose à faire. Éloigner les matières puantes. Eh bien, ces matières puantes, on les trouve sous la forme de la vilaine sorcière qui est toujours vivante, qui est toujours là. Alors, lors du mariage de Blanche-Neige avec le prince, ils invitent cette sorcière. Et elle vient. Et quand elle vient, ils poussent devant elle, sous forme de chaussures, 2 galoches en fer chauffées au blanc. Et elle doit les mettre et danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Eh bien, ces galoches chauffées au blanc, on voit que c'est des creusets. Et quand on met de la matière à l'intérieur de creusets chauffés au blanc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la matière danse. Et elle finit par s'évaporer, et il ne restera que la partie la plus pure. Et cette fois seulement, l'œuvre est terminée. Et voilà comment se termine Blanche-Neige, et je pense maintenant que vous ne lirez plus jamais Blanche-Neige de la même manière. Vous avez vu ça, c'est complètement déstabilisant, c'est le mot, je crois. Alors, ça fait beaucoup d'informations, on se rend compte à travers cette relecture qu'en fait, toutes ces histoires ont un double sens et que seul un initié avec un sérieux bagage quand même de données alchimiques peut en comprendre les messages transmis. On se rend compte que tous ces textes ont forcément été écrits par des alchimistes et qu'ils sont truffés de clés alchimiques et c'est complètement, moi je trouve, déstabilisant, c'est le mot, moi j'étais complètement bluffé. Donc merci à Monsieur Burach-Ténas pour ce décryptage et surtout cette découverte incroyable lorsqu'on chausse des lunettes alchimiques. Allez, on continue avec Cendrillon. Ce n'est pas évidemment le seul conte des Grimm qui soit comme celui-là. Non. Tous les contes de Grimm, Cendrillon, bien sûr, sans vraiment le raconter complètement. Elle s'appelle Cendrillon, déjà. Et elle dort dans une cheminée. Donc, elle dort dans un foyer. Donc, Cendrillon, en plus, elle est habillée en gris. Hein, on voit bien cette matière première grise à l'intérieur de la cheminée. Donc, on voit que c'est le début de l'œuvre. Et puis, Cendrillon, je veux dire, ça s'invente pas. Et puis, souvenez-vous, quand sa vilaine belle-mère ne veut pas qu'elle aille au bal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des pois, et ces pois, elle les jette dans les cendres. Et elle dit à Cendrillon, tu ne pourras aller au bal que quand tu auras séparé les pois des cendres. En gros, elle dit quand tu auras séparé le subtil de l'épais, quand tu auras purifié la matière. Et comme Blanche-Neige, Cendrillon, n'y arrive pas, parce qu'elle dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la fenêtre et elle appelle tous les oiseaux du monde. Et les oiseaux viennent et picorent en séparant les pois des cendres, le subtil de l'épais. Donc, elle a appelé le volatile pour séparer le subtil de l'épais. Alors, on voit bien qu'ici, il y a même un mode d'emploi. Alors, il y en a un autre qui donne encore plus de modes d'emploi, c'est l'alouette sauteuse et chanteuse.
où là on parle à l'intérieur de corbeaux qui se transforment en pigeons et de pigeons qui se transforment en lions verts, et ce lion vert qui devient rouge et qui combat un dragon. Donc c'est toutes les étapes de l'œuvre qui sont nommément exprimées. Et pourquoi? Pourquoi? Enfin, selon vous, Patrick Durand-Steenhas, pourquoi est-ce que Grimm faisait des contes à tiroir comme ça? Alors déjà, Grimm, les frères Grimm n'ont jamais rien écrit. Eux, ils n'ont rien écrit. Hein. Ils ont juste relaté des... Voilà, il y a Jacob et Wilhelm, et il y en a un qui était professeur de grammaire allemande, donc c'était pas du tout un comique, et l'autre qui collationnait des contes oraux qui étaient donnés. C'est-à-dire, c'est de la tradition populaire. À tel point, c'est que par exemple, Cendrillon, c'est un conte chinois. Ça paraît étrange, mais souvenez-vous comment le prince reconnaît sa belle? Grâce à une chaussure, grâce au petit pied. Et le petit pied a un cadran de beauté chinois. Donc c'est là où on voit... Et les symboles qu'on va trouver à l'intérieur sont bien des symboles chinois. Donc c'est des contes, j'allais dire, universels, qui transmettent des secrets de fabrication. Ces contes, ces histoires datent depuis la nuit des temps et sont transmis par exemple par les trouvères ou par les troubadours. Et encore, vous remarquerez, on parle des trouvères, donc la couleur verte encore, et à l'intérieur. Cette langue verte, encore aujourd'hui, on parle de « tu m'as répondu vertement », tu m'as répondu d'une manière donc que je ne comprends pas. C'est cette langue verte. Et à l'époque, d'ailleurs, des troubadours, cette langue verte était une manière de transmettre des secrets de fabrication que les autres ne comprenaient pas. Alors, comme les autres ne comprenaient pas, ils disaient « mais tu parles comme un sauvage ». Et à l'époque, les sauvages, c'était les Goths. Donc, tu as l'argot. Et c'est devenu l'argot, aujourd'hui, qui est une langue que les autres ne comprennent pas. Alors ces contes populaires, là je parle des contes de Grimm, mais je pourrais parler de contes africains, je pourrais parler du Petit Prince, qui est aussi un conte alchimique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais vous allez voir très vite, on voit à l'intérieur du Petit Prince les clés de l'alchimie se manifester. Voilà, encore une fois, après avoir écouté tout ça, on se sent largué. Honnêtement, Cendrillon, un conte chinois alchimique. Waouh! Donc beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à réécouter les contes qui vous intéressent. Et puis surtout, faites lire et découvrir ces histoires à vos enfants ou petits-enfants. Moi, personnellement, j'ai une fille de 9 ans, l'éducation nationale, c'est une catastrophe. Fini les notes. Maintenant, c'est des couleurs, t'oublies un S, bon, c'est pas grave. Les 2 dernières poésies qu'elle a dû apprendre, alors attention, tenez-vous bien, c'était une sur le football et une autre sur les Pokémon. Non mais vous vous rendez compte, mais c'est honteux. Ajoutez à ça les écrans, plus saupoudrage de Bob l'éponge et de dessins animés aux personnages hystériques, et vous avez de futurs crétins qui ne supportent même pas la contradiction, incapables d'argumenter car pauvreté du vocabulaire. Donc je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants aujourd'hui de fin de primaire ou collège, après avoir lu un texte, ne savent même pas de quoi ça parle. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils viennent de lire. C'est affligeant. Bon, moi j'ai fait découvrir à ma fille les contes de Grimm par exemple, les poèmes et poésies de notre enfance, genre le corbeau et le renard, etc. Alors bien sûr, il y a un temps pour s'amuser, la légèreté, se divertir, aller jouer. C'est normal pour les enfants, mais avoir une colonne vertébrale solide, c'est primordial. Donc, la culture générale, ça en fait partie. Bon voilà, c'était mon coup de gueule, et ça c'est fait. Et pour apaiser tout ça, je vous propose le Petit Prince. Vous allez voir, là encore, c'est bluffant, le nombre incroyable de clés alchimiques dissimulées dans ce texte, c'est bluffant. Écoutez ça. Le Petit Prince, ça c'est juste pour montrer que des contes, même contemporains, peuvent avoir une relation avec l'alchimie. Alors peut-être je fais une névrose obsessionnelle, vous savez que je suis un monomaniaque d'alchimie, mais vous verrez, on peut quand même se poser la question en disant, est-ce que, comment dirais-je, j'ai un trou sur l'autre. Saint-Exupéry. Merci, Saint-Exupéry avait une idée derrière la tête, ou est-ce que c'est l'inconscient collectif? Bon, pour moi c'est trop précis pour pas que ce soit prémédité. Alors comment ça se passe? Souvenez-vous, l'histoire commence, déjà c'est un petit prince, c'est pas un petit garçon. Donc le petit prince, ça veut dire qu'il a une couronne sur la tête. Donc il a le germe de l'or à l'intérieur de lui. Donc le germe de la lumière. Donc ça veut dire que la lumière est proche de lui. Et parce qu'une couronne royale n'est jamais qu'un soleil dont les rayons sont vers le haut. Alors ce petit prince, il vit pas n'importe où, il vit sur sa petite planète, et sur sa petite planète, il y a une rose. Et la rose est évidemment pas n'importe quelle fleur. La rose représente la fleur du secret, car c'est la seule fleur qui montre son cœur
seulement au moment où elle va mourir. Donc elle représente vraiment ce secret, d'autant plus que là on parle d'une rose à 5 pétales, comme la quintessence, bien sûr, la 5e essence représentée par chaque pétale. Alors on a notre petit prince qui est sur sa planète avec sa rose, et lui, dans un premier temps, il ne voit que les apparences, parce que sa rose, sans arrêt, elle lui casse les pieds. Elle lui dit, tu peux pas me déplacer, tu peux pas m'arroser, tu peux pas me mettre un paravent, j'ai chaud, j'ai froid. Alors il se dit, mais elle m'embête, elle n'a que des émotions. Alors il décide de quitter sa planète. Alors il quitte sa planète, et il finit par arriver sur la Terre. Mais avant d'arriver sur la Terre, il passe par 6 astéroïdes. Et chaque astéroïde représente une des marches dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le 7e, c'est la Terre. À tel point, c'est quand il arrive sur la Terre et qu'il rencontre Saint-Exupéry, il dit « La Terre est la 7e planète que j'ai visitée ». Et vous remarquerez que les autres astéroïdes représentent des émotions à dépasser. On a par exemple le vaniteux, qui est là, on a l'allumeur de réverbère, qui est toujours dans la règle des choses. On a le banquier, qui ne pense qu'à la matière, et ainsi de suite. C'est les 7 marches que j'ai décrites tout à l'heure. Alors quand il arrive sur la Terre, il rencontre Saint-Exupéry, et lui, Saint-Exupéry, son avion est planté dans le sable. On peut dire que son volatile est fixé. Ça c'est sûr. Il est lourd, il est dense. Alors, il rencontre ce petit prince, et la première chose que le petit prince lui demande, c'est « S'il te plaît, dessine-moi un mouton ». Alors le petit prince insiste, ce qui finalement fait que Saint-Exupéry ne lui dessine pas un mouton, mais lui dessine une caisse. Mais que voit le petit prince? Il voit le mouton qui est à l'intérieur. Ce qui veut dire que le petit prince commence à voir au-delà des apparences. Et voyant au-delà des apparences, il se dit « La rose, elle n'était pas vaniteuse, elle m'aimait, mais elle n'a pas su l'exprimer. » Donc il est passé de la compréhension des émotions à celle de l'amour. Alors maintenant que ce petit prince est touché par l'amour, il veut retourner sur son monde, il veut retourner sur sa planète, mais il peut pas, il est trop lourd. Alors pour retourner dans son monde, il doit passer par le grand œuvre. Et le grand œuvre, ça veut dire qu'il va passer par le soufre, qu'il va passer par le mercure, et que s'il réussit à intégrer les deux, seulement à ce moment-là, il sera suffisamment léger pour retrouver son monde. Alors le soufre, il le rencontre sous la forme du renard, un animal rouge, comme le soufre, et pour bien montrer que c'est les émotions, quand il s'approche du renard, il lui dit « Est-ce que je peux te caresser ?» Et le renard dit « D'abord, il faut que tu m'apprivoises, que tu apprivoises ces émotions. » Et il lui dit « Quand tu m'auras apprivoisé, je serai triste quand tu seras pas là, je me souviendrai de toi. » Parce que les émotions, ça crée des liens. Donc on voit bien que c'est ces émotions et qu'il doit être capable de les apprivoiser. S'il réussit à apprivoiser son renard, ce qu'il fait, alors lui sera libre. Mais il peut toujours pas retourner dans son monde, il est trop lourd. Pour ça, il faut qu'il passe par l'épreuve du mercure. Eh bien, il le rencontre sous la forme du serpent, qui est bien le symbole de mercure. Et ce serpent lui dit, tu veux rentrer chez toi? Il n'y a pas de problème, mais il faut que je te morde et que tu laisses ici ta vieille dépouille. Tu laisses ce qui est lourd pour que seule la partie la plus volatile de toi retourne dans ton monde. Et c'est ce qu'il finit par faire. Il se fait mordre par le serpent et il retourne dans son monde. Et il dit à Saint-Exupéry, quand je serai pas là, ne sois pas triste, regarde les étoiles, et celles que tu verras briller, souviens-toi, ce ne sera pas quelque chose de triste, mais ce sera comme un rire d'enfant, un tintement. Vous entendez ça, c'est bluffant, et je suis vraiment heureux de partager ça avec vous en espérant que vous serez aussi surpris que je l'ai été. Alors encore une fois, n'hésitez pas à faire découvrir tout ça à vos enfants, vos petits-enfants, vos proches. On est quand même dans un pays magnifique qui regorge de trésors, de personnages historiques incroyables à découvrir, que ce soit dans l'art, la littérature, les poètes, le cinéma, les bâtisseurs. Regardez les chefs-d'œuvre d'architecture que sont nos châteaux, nos cathédrales, nos explorateurs, nos scientifiques. On a quand même découvert la photographie. Que dire de la gastronomie, nos vins, nos fromages, nos pâtisseries, notre pain et ces dizaines de variantes, ces plats uniques aux recettes incroyables, uniques au monde. Il faudrait au moins 2 vies pour pouvoir tout goûter, pour pouvoir tout tester. Donc non, la culture française ne se résume pas à Nakamura, Mbappé, PSG et au Qatar. Bon, voilà, encore un petit coup de gueule, désolé, je suis un petit peu énervé aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats en ce moment qui font qu'on doit presque s'excuser de qui on est, d'où on vient, de notre histoire, de notre culture, et on doit en permanence s'effacer, s'excuser face au discours victimaire et revendicatif permanent de certains, et je trouve ça insupportable. Honnêtement, Bref, revenons au conte. Alors on revient avec Rabelais avec Don Quichotte,
Gargamel, vous allez voir, c'est truffé de clés alchimiques. Encore une fois, grâce à Patrick Burenstenas, on peut décrypter tout ça. Et un petit créneau avec les schtroumpfs. Vous allez voir, c'est plutôt rigolo. C'est parti. Alors Rabelais, bien sûr, a écrit ses textes en passant quelque chose, à tel point, c'est que dans son premier livre, page 4 du premier livre, il dit « Seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre mes textes ». Et il rajoute « Fais comme l'apothicaire, au lieu de t'arrêter à la boîte, ouvre-la pour trouver à l'intérieur ce qu'il y a de caché. Et comme le chien, tu casseras l'os pour en trouver la substantifique moelle. » Donc il nous dit « Voilà, j'ai écrit quelque chose, vous pouvez le lire au premier degré, mais sachez qu'à l'intérieur, il y a des choses cachées. » À tel point, c'est que les personnages qu'on va trouver à l'intérieur de ces contes, c'est des géants. Et à chaque fois qu'on trouvera un géant dans un conte de fées, c'est qu'il y a quelque chose de trouvé à l'intérieur. Géant, à l'intérieur de moi. Alors lui, il a fait encore plus fort, c'est que tous ces géants commencent par la lettre G. Et la lettre G est la lettre qui nous dit « va chercher à l'intérieur des choses ». Alors c'est quand même étonnant parce qu'on a Gargantua, Grand Gousier, Gargamel, qui est Grand Gousier c'est le père, Gargamel c'est la mère, c'est pas le chat des Schtroumpfs, hein, et Gargantua c'est le fils. Et ils ont une quête, et la quête du fils de Gargantua, c'est de trouver la dive bouteille, c'est-à-dire le vin qui rend divin, l'esprit caché à l'intérieur de la matière, le spiritus, le spirituel. Alors c'est pas lui qui le trouve, mais c'est son fils. Et pour bien montrer que son fils a trouvé, et il a trouvé quoi? Eh bien, il a trouvé la cinquième essence, celle qui est cachée au-delà des 4 éléments, et cette cinquième essence, c'est la quinte essence. Et pour bien montrer qu'il l'a trouvée, eh bien, il va porter cette quintessence à l'intérieur de son nom, et il va s'appeler Pantagruel. Donc le penta, pour le 5, et la lettre G qui était au début du nom passe au milieu, c'est-à-dire après le penta, celui qui a trouvé à l'intérieur de la quintessence. Et pour bien montrer ça, eh bien, chapitre 19 du 5e livre, il arrive dans l'île de la quintessence. Et arrivant bien sûr dans l'île de la quintessence, il rencontre la reine de Lanternois, c'est-à-dire celle qui a une lumière sur la tête, encore, celle qui est capable d'éclairer, celle qui est capable d'être lumineuse. Et cette reine lui fait subir une épreuve. Elle appelle Babuc, qui veut dire en hébreu la bouteille, et elle lui dit, ben voilà, maintenant tu vas suivre une initiation. Et Pantagruel descend dans un temple souterrain, et après un certain nombre d'épreuves, avoir franchi 3 marches, il va tomber sur une fontaine à 7 côtés. Donc encore les 7 marches dont on parlait tout à l'heure. Cette fontaine à 7 côtés, il va y avoir 7 colonnes, 7 couleurs, 7 métaux, 7 pierres précieuses, et il trouvera à l'intérieur de cette fontaine ce qu'il cherche le plus. Et ce qu'il cherchera le plus, bien sûr, là dans ce cas-là, c'est un vin de Chinon, mais il a trouvé le vin qui rend divin. Et quand il a trouvé ce spiritus, parce que le spiritus est à l'intérieur du spiritueux, bien sûr, alors il remonte et il est accueilli par la reine, et là, il est nommé abstracteur de quintessence. Donc c'est vraiment très clair. Et là, elle dit, eh bien, maintenant que tu es nommé extracteur de quintessence, tu vas aller voir mon premier cuisinier, et mon premier cuisinier s'appelle Gébert. Et Gébert, c'est un alchimiste de l'an 800, un alchimiste arabe, et souvent les alchimistes sont appelés les cuisiniers, parce qu'ils mélangent un certain nombre de choses. Alors voilà, Rabelais, là, il décrit des pratiques même, hein, il y a des modes d'emploi à l'intérieur de ses textes. Et je pense qu'on a intérêt à relire Rabelais, bien que ce soit pas très facile dans le texte, parce que lui, il utilisait les jeux de mots, mais non seulement en français, mais en grec et en hébreu simultanément. Vous avez mis en pratique, vous, certaines des recettes qu'on trouve dans ces livres? Oui, bien sûr. Par exemple, fin du chapitre 18, à un moment, il y a Pantagruel qui est avec, comment dirais-je, Panurge, et ils ont des amis qui arrivent dans un bateau, et là, ils font couler le bateau, pour jouer comme ça, pour s'amuser. Et à ce moment-là, il y a Panurge qui dit à Pantagruel, qui dit, mais on va pas les laisser comme ça, on va les aider quand même, maintenant qu'on les a fait couler, c'était drôle, mais... Et il y a Pantagruel qui dit, pas du tout, il faut les laisser tomber dans l'eau de mer, car l'eau de mer servira de borax et de nitre dans la cuisine de Gébert. Et là, bah, c'est un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'on dit, bah, si tu utilises l'eau de mer, à l'intérieur de l'eau de mer, il y a quelque chose à trouver. Et qu'est-ce qu'il y a à trouver à l'intérieur de l'eau de mer? Bah, son esprit. Et quel est l'esprit à l'intérieur de l'eau de mer? Bah, c'est l'esprit de sel. Et qu'est-ce que c'est l'esprit de sel de l'acide chlorhydrique? Oui, effectivement, c'est très simple. C'est exactement ce que j'avais fait moi aussi. Voilà. D'accord, mais alors, on vous a poussé à lire ces écrits une fois que vous aviez entrepris votre démarche de connaissance,
Ou est-ce que auparavant vous aviez déjà lu cela en vous disant tiens c'est étrange, on dirait une recette? Je dirais que c'est une voie dans laquelle on n'est pas poussé, mais dans laquelle on est tiré. C'est-à-dire qu'on ne décide pas vraiment, il se passe quelque chose, c'est un peu le chemin de la plus grande pente. Dès l'instant qu'on s'approche du cœur un peu, eh bien, il y a une attraction qui fait. Et les textes, les choses nous semblent familiers sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et puis petit à petit, ben, on relit plusieurs fois et on va trouver des clés à l'intérieur. Alors j'ai été ni poussé, mais surtout attiré. Et après avoir cherché un petit moment, mais surtout après avoir expérimenté, j'ai d'abord expérimenté et j'ai ensuite lu les textes. Et j'ai trouvé des corrélations à l'intérieur des textes. Alors il y a des textes qui sont plus ou moins évidents. Rabelais, c'est pas les plus évidents, parce que lui, il utilisait des jeux de mots quelquefois, j'oserais dire, alambiqués. Par exemple, à un moment, il y a un chapitre qui est un combat entre les daims et les andouillés. Les andouillés, c'est ceux qui portent les andouilles, c'est les cerfs. Et on doit comprendre la dame endeuillée. Alors évidemment, c'est un petit peu approchant. Donc c'était pas évident à trouver. Mais on commence pas par ça. Rien que dans les contes de fées qu'on a vus tout à l'heure, on peut s'interroger. Il y a des choses qui nous parlent. Les 7 nains, ça nous a toujours intrigués. Même quand on était enfant, on s'est dit mais pourquoi ces 7 nains? Pourquoi ils sont 7? Pourquoi ils sont petits? Pourquoi ils creusent la terre? Et si on cherche un petit peu dans tous les contes, on va retrouver finalement toujours la même chose. Ce qui marche par 7, ce qui marche par 3, les couleurs qu'on va avoir. Ensuite les matériaux, les sels, le soufre, le mercure. Finalement, il y a un vocabulaire assez simple qu'on va être capable de trouver à l'intérieur des choses. Vous avez aussi, bon, bien sûr tous les contes de Grimm, mais un que j'aime beaucoup, il y en a deux que j'aime beaucoup, pas dans les contes de Grimm mais chez Rabelais ou chez Cervantes, parce que vous remarquerez que Don Quichotte, c'est un grand maigre, et il est avec Sancho Panza qui est un petit gros. Ben, c'est le soufre et le mercure. Et c'est le couple infernal qui vont à la quête de l'inaccessible étoile. Et donc, ils vont à la quête et ils chassent pas n'importe quoi, ils chassent des géants. Et à l'intérieur des géants, c'est quoi? C'est des moulins à vent. Donc ils chassent quelque chose qui est dans le vent. Et on peut dire en alchimie, on le dit, le vent l'a porté dans son ventre. Donc ils chassent bien ça. Et les géants, dans tous les contes de fées, vont avoir un sens très intéressant. Géant, géant, G à l'intérieur, il y a quelque chose à chercher. Alors Rabelais, tous ces géants en plus commencent par la lettre G. Et la lettre G est intéressante parce que si vous regardez sa forme, c'est une spirale qui va vers l'intérieur et qui nous dit va chercher à l'intérieur des choses. Eh bien, vous avez Gargantua, vous avez Grand Gousier, vous avez Gargamel, le père, la mère, le fils, et qui commence et il cherche quoi? La dive bouteille, c'est-à-dire ce qui rend divin, car le vin rend divin. Eh bien, ils vont faire cette quête, et quelle est cette quête à l'intérieur de la dive bouteille? On a parlé tout à l'heure des 4 éléments, ben, il y en a un 5e qui est au-dessus des autres, et ce 5e élément, il s'appelle la quinte essence. La 5e essence. Eh bien, là est leur quête. Et c'est pas Gargantua qui va le trouver, mais c'est son fils. Et pour bien montrer qu'il l'a trouvé, cette quintessence, son nom, il va s'appeler Pantagruel. Panta, comme 5. Et la lettre G qui était au début du nom de ses parents vient après le Panta. Et pour bien montrer ça, chapitre 19 du 5e livre, eh bien, il arrive dans l'île de la quintessence. Et là, il rencontre la reine de Lanternois, c'est-à-dire celle qui a la lumière sur la tête, qui l'amène à un prêtre, qui l'amène dans un temple souterrain, et qui lui fait visiter une salle mystérieuse où il l'amène à une fontaine à 7 côtés, sur lequel il y a 7 métaux, avec 7 pierres précieuses. Et à l'intérieur, il trouve la chose qu'il cherche le plus. Et quand il a fini, il est ramené en haut, où on le nomme abstracteur de quintessence. Puisqu'on est dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui ont découvert récemment Tolkien grâce au Seigneur des Anneaux. Alors on ne va pas s'attarder sur le film qui passe sur beaucoup de choses, mais dans le livre, dans la série des 3 livres de Tolkien, l'alchimie est présente, très présente. Oui, bien sûr, l'alchimie est présente, mais c'est normal, parce que Tolkien, c'est un philologue, donc à l'origine, c'est un universitaire quand même. Donc, ce qui veut dire qu'il a une connaissance très pointue de toutes les traditions populaires. Donc, la tradition populaire est étroitement mêlée à l'alchimie. Alors, lui, en plus, il parle du petit peuple, il parle de tous les personnages féeriques qui sont particulièrement dans tous les pays du Nord. Donc, bon, il y en a partout dans toutes nos contrées. On parlait de la Bretagne un petit peu tout à l'heure. Ben, bien sûr, il y en a plein qui hantent toutes ces contrées. Il a utilisé aussi des vieilles langues, c'est-à-dire quand il parle la langue des elfes, par exemple, la manière dont il l'annonce, elle n'existe pas vraiment, mais les runes qu'il utilise, les dessins qui existent, sont une vraie écriture. Donc, il s'est appuyé sur des choses qui sont réelles, qui sont solides. Et dessus, il a fait une geste, il a fait une quête qui est, après tout,
celle d'un anneau forgé et qui retourne dans cette forge. Donc c'est celle de la création de l'anneau. On partait d'une énergie indifférenciée et on l'a fractionnée entre les hommes, les nains, les elfes. Et le but du jeu, c'est de rassembler tout ce qui est épars pour retrouver cette unité. Alors là, évidemment, ça se fait un peu dans la douleur, c'est-à-dire qu'il n'est de rassemblement possible que contre un ennemi commun. Et la quête, finalement, c'est de dire que même quand cet ennemi commun aura disparu, eh bien, le fractionnement devra disparaître avec. Et bien sûr qu'il a utilisé tous les symboles, il a utilisé les métaux, même quand il parle de mithril. C'est un métal qui existerait, pas sous cette forme-là bien sûr, mais qui est un métal aux propriétés assez étonnantes. Donc il s'est baigné complètement, bien sûr, de cette symbolique. Rabelais raconte que c'est Gargantua et Gargamel et Grangousier, c'est-à-dire la mère et le père de Gargantua, qui étaient en vacances au pays d'Orient et qui ont ramené un souvenir. Ils ont ramené chacun un rocher. Et quand ils sont arrivés sur les côtes de France, eh bien, ils ont posé ces rochers à l'endroit où ils étaient. Et ça a fait le mont Tombe et Tomblaine qui est en face. Donc on a encore cette légende des géants, toujours qui sont dans cette quête, qui créent eux-mêmes le mont Saint-Michel. Et le mont Saint-Michel était aussi, il y a des ouvrages qui ont été écrits au mont Saint-Michel, qui parlent du mont Saint-Michel comme une montagne conservant à l'intérieur la pierre secrète. Les Schtroumpfs, c'est pas n'importe qui, et surtout le grand Schtroumpf qui est habillé en rouge quand même. Avec le bonnet rouge. Il est le seul à l'avoir. Rouge. Bien sûr. Ouais, le rouge étant... Il connaît, c'est la couleur de l'adepte. Puisque c'est celui qui a reçu la vraie lumière, et donc il peut porter cette couleur rouge. En plus, c'est pas n'importe quel bonnet, c'est un bonnet phrygien, c'est celui du fou. Et le fou, c'est celui qui s'affranchit des règles. Alors vous voyez, même Peyo, il s'est intéressé à la chimie. Ah, les Belges, je ne m'en parlais pas. Et donc voilà pourquoi le grand Schtroumpf a un bonnet phrygien rouge et pourquoi il manipule la salse pareille et la mandragore, etc., etc. C'est génial. Et c'est vrai que quand on regarde ou qu'on lit les Schtroumpfs, on voit bien le détail sur le bonnet rouge, mais on a mille lieues de savoir la vraie raison. Et on se dit, bon voilà, c'est le chef, il a un bonnet différent des autres. Le bonnet pourrait être vert, bleu, jaune, ce serait exactement pareil quand on n'a pas la clé et la connaissance de la situation, on passe complètement à côté. Donc Peyo avait des connaissances alchimiques, c'est incroyable. Alors je reste un peu sur ma faim, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur Gargamel, Azrael, etc. Mais bon. Allez, puisqu'on est dans la couleur bleue, on va continuer avec un personnage qu'on connaît tous, c'est Barbe Bleue. Écoutez ça, vu par un alchimiste, c'est une histoire incroyable. La fameuse potion magique des druides, qu'on voit dans Astérix, c'est pas si faux que ça. Parce qu'on a parlé un petit peu d'alchimie végétale, en parlant très modestement, peut-être on y reviendra s'il y a des questions, d'alchimie minérale, mais on parle jamais d'alchimie animale. Mais on pourrait imaginer, puisqu'il y a 3 règnes, qu'on serait capable de faire de l'alchimie et d'obtenir la pierre philosophale à partir d'un substrat animal. Sauf que le substrat animal, c'est le sang du règne le plus élevé. Donc évidemment du sang humain. Donc voir l'histoire de Barbe Bleue avec ces 7 femmes qui essayaient justement de récupérer le sang, qui est une vraie histoire, c'est l'histoire de Gilles de Rais quand même. Donc à partir du sang, bien sûr, on pourrait faire une pierre. Sauf que il faut du sang, il faut à peu près 2 litres de la même personne, ce qui veut dire que quand on lui a pris 2 litres de sang, il va moyennement bien. Donc il faudrait tuer. En plus, cette pierre, elle a une particularité, elle donne le pouvoir sur son propre règne. C'est la pierre des dictateurs. Et tous les dictateurs ont cherché ça. Je vous rappelle les 3 couleurs de l'œuvre, le noir, le blanc, le rouge, qui sont aussi les 3 couleurs du nazisme. Et vous savez bien que Hitler a recherché, par tous les moyens possibles et inimaginables, la pierre philosophale et d'autres secrets. Et s'il n'avait cherché que ça. Ouais. Voilà, et d'autres secrets. Mais ce qui veut dire par là, c'est que les Celtes connaissaient aussi ça, et ont utilisé le sang pour faire quelque chose de particulier. La pierre de sang, quand on l'ingère, on a l'impression d'être immortel. Ça ne veut pas dire qu'on l'est, mais ça veut dire qu'on a l'impression d'être immortel. Et en plus, on n'a aucune sensibilité. Alors, quand les Scots... On retrouve... Je vous interromps sans arrêt, je suis vraiment désolé. Je vous avais dit qu'habituellement, mais là, je me sens tellement emballé. On retrouve aussi chez les vampires le fait de sucer le sang. Voilà, la vie qui est à l'intérieur du sang, bien sûr, cette histoire. Et donc, quand les Scots vont attaquer les Pictes, qui étaient aujourd'hui dans ce qu'est l'Écosse, mais à l'origine c'était les Pictes qui étaient là, eh bien ils voient des espèces de fous furieux qui leur tombent dessus, qui sont hirsutes, et aussi il se passe quelque chose, c'est quand on a pris cette pierre, eh bien ça cyanose, donc on devient tout bleu, et ça a donné la peur bleue, ce qui est arrivé jusqu'à nos jours. Et ce qui veut dire que les Scots ont réussi à tuer les Pictes, mais ils étaient à 1 contre 100. Et pourtant, ils ont réussi, ils ont failli perdre. Et quand ils les ont tués, ils ont pris leur place. Et après, quand ils allaient au combat,
Eux, ils ont perdu le secret de la pierre de sang, mais ils se peignaient en bleu quand même, pour faire croire qu'ils l'avaient. Qu'il l'avait, oui. Et c'est pour ça qu'on voit dans Brevard, par exemple, quand on voit qu'il est en train de se peindre en bleu, c'est en mémoire de ce qui leur est arrivé face aux Pictes. Donc, avec le sang, on pourrait faire cette pierre de sang, mais aucun alchimiste bien né ne le fait. Parce que c'est une pierre, justement, qui déjà nécessiterait de prendre du sang de quelqu'un, donc de le tuer. Et en plus, sa vertu principale est d'avoir la main mise sur son propre règne. Donc, l'alchimiste, ça ne l'intéresse pas. Alors on va passer au décryptage de Patrick Buronchianas concernant les rois mages. Car oui, les rois mages, c'est un conte alchimique. Et cette histoire est bourrée de clés et de significations alchimiques. Encore une fois, c'est surprenant et ça donne une deuxième lecture complètement étonnante. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est ces 3 rois, ils venaient d'où? Alors en réalité, ils étaient envoyés par le roi des rois, c'est-à-dire par un roi perse. Et tous les 12 ans, ce roi perse attendait un événement particulier. Et donc, il s'aperçoit qu'il y a une conjonction planétaire. Vous remarquerez quand même que c'est curieux parce que c'est des rois mages. Donc c'est drôle quand même de voir que la naissance d'une église qui condamne l'astrologie et autres commence quand même par des rois mages. Donc ça c'est intéressant. Et on a voulu nous dire un certain nombre d'autres choses. Et vraisemblablement, vous savez que je suis un monomaniaque, mais c'était vraiment cette histoire du grand œuvre. Et vous allez voir pourquoi. Donc déjà ces rois mages, on sait qu'on en a un noir, un blanc et un rouge. Et ils ont des noms particuliers. Personne à l'époque ne s'appelait ni Gaspard, ni Balthazar, ni Melchior. Mais c'est des noms qui étaient des noms perses et qui vont nous donner des clés. Le plus vieux, celui qui avait une barbe blanche, il s'appelait Melk-Aor. Et Mael-Kaor, ça veut dire le seigneur des nains, c'est-à-dire celui qui possède la connaissance des choses de la terre. Ensuite, on avait le Gaspard, qui est Gast-Ahar, c'est-à-dire le seigneur d'en haut, c'est-à-dire qui conserve les forces célestes. Et au milieu, on a Baal-Sar, qui est le serviteur de Baal, ou Baal-Hazar, le serviteur du hasard. Donc on s'aperçoit qu'on a au milieu le serviteur du hasard, qui fait le lien entre les forces d'en haut et les forces d'en bas. Donc ça, déjà, on a une clé intéressante, puisqu'on dit, nous, on cherche l'immobilité, on cherche l'unité, et la meilleure manière, c'est de dire que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Parce que si tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, il n'y a plus de différence. Et s'il n'y a plus de différence, c'est bien l'unité qu'on trouve. Alors ces 3 rois, ils n'amenaient pas n'importe quoi non plus. Notre seigneur des nains, Melchior, lui, il amenait la myrrhe. Et la myrrhe, c'était quelque chose qui était intéressant, parce que c'est un produit qui servait à embaumer les morts. Donc encore une fois, on se retrouve avec les forces d'en bas, avec la décomposition, avec l'œuvre noire. Ensuite, on avait Gaspard, qui est celui d'en haut, qui lui amenait l'or. Alors l'or, en hébreu, bien sûr, c'est Aor, qui veut dire la lumière. Donc on a la matière en putréfaction en bas, et puis on a la lumière qui est en haut. Et au milieu, on a celui qui amène l'encens. Et l'encens, c'est celui qui amène l'encens. Il faut s'entendre sur les sens, justement, des mots. Et c'est lui qui va faire le lien grâce au sens entre le haut et le bas. Donc déjà, le nom des rois mages, la manière dont ils fonctionnent, c'est une allégorie du grand art. On dit, on va utiliser les forces d'en haut, les forces d'en bas, on va les assembler, et en les assemblant, on va trouver l'immobilité. Alors c'est une vraie opération alchimique qui va se produire, parce que ces 3 mages, une fois qu'ils ont trouvé l'étoile à 5 branches, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont trouvé la conjonction à l'intérieur du creuset, le cristal apparaît, le Christos apparaît, qui laisse passer la lumière. Et donc ils vont voir l'enfant, ils apportent ça et ils trouvent cette lumière. Alors ça c'est un bout de l'histoire. Mais en réalité cette histoire elle va beaucoup plus loin. Parce que quand les rois mages, ils vont voir l'enfant, ils apportent tout ça, mais ils ne partent pas les mains vides. On ne raconte pas cette histoire, mais pourtant ils ne repartent pas les mains vides. L'enfant, ou sa mère, donne un coffret. Et ils disent au roi mage, dans ce coffret il y a quelque chose, mais vous ne pourrez l'ouvrir que quand vous rentrerez chez vous. Alors pendant le chemin, ils n'y tiennent plus, et il y en a un qui l'ouvre, et à l'intérieur, il trouve une pierre rouge. Alors ils se disent, mais ils se moquent de nous, alors nous on a porté de la myrrhe, de l'encens, de l'or, et puis lui nous donne un caillou. Alors il passe à côté d'un puits, et il prend cette pierre, et il la jette à l'intérieur du puits. Et là, il y a des flammes qui sortent du puits. Donc là, on voit le travail du creuset, on voit ce qui se passe à l'intérieur, par le feu, on a purifié la matière. Alors ils essayent de récupérer la pierre, mais c'est trop tard, c'est fini, ils ne peuvent pas. Alors ce qu'ils font, ils récupèrent le feu. Et ce feu, ils le ramènent dans la ville perse d'où ils venaient. Et on dit encore qu'aujourd'hui, il y a un lieu
qui s'appelle le palais des adorateurs du feu, qui a donné le Zoroastre après, eh bien, où les 3 rois mages ont mis ce feu secret qui est à l'intérieur. Donc on voit le lien par cette pierre philosophale, puisqu'elle représente l'esprit, qui est donnée par l'enfant aux rois mages, et eux représentent les trois parties de l'œuvre, qui transforment une matière vulgaire à l'intérieur d'une grotte pour en faire un Christos. Et cette pierre, elle a une histoire encore antérieure. Ça, c'est pas seulement là qu'on la trouve. Déjà, on la trouve dans l'Arche d'Alliance, parce que dans l'Arche d'Alliance, il n'y avait pas seulement que les tables de la loi, il y avait le bâton de Aaron, c'est-à-dire celui que Moïse a utilisé pour ouvrir la mer Rouge. C'est intéressant quand même qu'on ouvre cette mer Rouge, c'est pas n'importe quelle mer qu'on a ouvert, qui nous permet de trouver la terre promise. Il faut s'entendre sur la terre promise quand même. Peut-être que c'est la matière promise, la matière première. Alors quand on parle de matière première en alchimie, est-ce que c'est d'où on part ou est-ce que c'est où on arrive? Parce que la matière première, c'est la première matière. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant, puisque c'est la première matière? Donc la lumière. Donc c'est normal qu'on travaille sur cette première matière, puisqu'on va trouver cette lumière. Donc on a cette clé ici de ces rois mages qui vont trouver cette clé. Alors, on a le bâton d'Aaron qui ouvre, et on a, à l'intérieur de l'Arche d'Alliance, cette pierre rouge. On a aussi de la manne. Et la manne, c'est quelque chose de très intéressant, justement dans la philosophie, et pas seulement dans le côté pratique. Les Hébreux, évidemment, sont partis en Exode, et ils ont mangé de la manne. Et ils ont mangé de la manne pendant 40 ans. Alors qu'est-ce que la manne? Eh bien justement, c'est là que c'est très intéressant. C'est que quand il n'y en a plus eu, ils ont trouvé la terre promise. Eh bien en hébreu, c'est un jeu de mots. Manna, ça veut dire question. Ce qui veut dire que pendant 40 ans, ils se sont nourris de questions. Et quand ils n'avaient plus de questions, ils ont trouvé la terre promise. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait. J'ai plus de questions, je suis complet, maintenant je peux trouver la terre promise. Alors ça va encore plus loin, parce que bien sûr, les rois mages, ils font pas que ça. Ils font aussi la galette des rois, qui est encore la pierre. Et quand on voit la forme d'une galette, c'est une roue solaire. Et peut-être qu'à l'intérieur, on trouve l'immobilité, puisqu'on cherche à l'intérieur quelque chose de particulier. Alors l'amande ou la mandorle. La mandorle, vous savez, c'est ce qu'on trouve par exemple au portail du Christ, quand on voit des églises. C'est une forme un peu... ballon de rugby, ovale. Ouais, un peu un ballon de rugby. C'est comme si on écartait une cloison, une étoffe, comme si on passait entre deux mondes. Un œil. Voilà, comme un œil. Il y a un passage entre un monde et un autre. Pour un prophète, c'est bien, puisque effectivement, il représente le passage, au sens littéral du terme. Et donc, on va chercher cette amande à l'intérieur, cette fève. Et qui va nous donner cette amande-là? C'est par exemple un petit enfant qui est caché sous la table. Donc c'est lui, il est pur, il est rectifié, c'est cette matière propre. Et celui qui va récupérer cette fève, eh bien, il va être couronné. C'est-à-dire qu'on va lui mettre une couronne en or, il va recevoir la lumière. Mais c'est pas tout. Recevoir la lumière n'est pas l'unité, il manque une autre partie. Et c'est pour ça qu'il va chercher sa reine et qu'il va lui donner une couronne en argent. Et à ce moment-là, lune, soleil, homme, femme, une énergie qui va dans un sens, une énergie qui va dans l'autre, et ces deux associés permettent de trouver l'immobilité. Et on retrouve le secret de la galette. Et la galette, finalement, c'est ce qu'on voit à l'intérieur de notre creuset. Parce que quand on va fondre notre métal, il va prendre la forme d'une galette. Et on finit avec un gros dossier, une histoire passionnante. Si je vous dis chevalier, dragon, Merlin, Graal, Arthur, Excalibur, eh ouais, vous avez deviné, on va aborder l'histoire mythique qui me passionne, celle de Merlin l'Enchanteur. Donc Pendragon, Perceval, Lancelot, la table ronde. Bref, écoutez bien cette histoire qui est truffée de références alchimiques insoupçonnées. Les Celtes, bien sûr, c'est quelque chose d'excessivement intéressant pour des tas de raisons. Je pense par exemple, bien sûr, à Merlin. Alors Merlin, forcément, lui, il a fait de l'alchimie. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Déjà, il connaissait la langue des oiseaux. Bon, c'est un minimum, il s'appelle Merlin, le merle. Si le merle ne connaît pas la langue des oiseaux. Alors en plus, lui, l'idée c'est, je vais vous expliquer comment on va faire pour trouver l'unité. Alors pour trouver l'unité, il faut vous rendre transparent au passage de la lumière. Et puis si la lumière passe à travers vous, et bien à ce moment-là, vous changez de dimension, vous allez donc à l'endroit où est la connaissance. Donc notre Merlin, eh bien il sait que la lumière, elle passe par deux portes. Elle passe d'un côté à l'or riant, bien sûr, donc la porte de l'Est, et elle passe d'un autre côté, enfin elle passe par l'autre côté où on est Occident. Donc à l'endroit où on est mort, bien sûr. Alors notre Merlin, lui, à l'endroit où on veut faire passer les deux choses, il habite entre les deux. C'est pour ça qu'il habite au Finistère.
parce que c'est l'endroit où ça s'arrête entre l'endroit de l'Orient et l'endroit de l'Occident. Alors celui qui veut passer entre les deux, il va le voir, et il lui dit, mais comment je peux faire pour passer? Alors, Merlin dit, c'est très simple, il suffit d'ouvrir les portes avec des clés. Et l'impétrant demande, mais elles sont où ces clés? Et Merlin répond, elles sont sur toi. Et elles sont à un endroit très particulier qu'on appelle les clavicules, parce que clavicule, ça veut dire petite clé. Donc j'ai une clavicule d'un côté qui ouvre la porte d'Orient, une clavicule de l'autre côté qui ouvre la porte d'Occident. Alors Merlin prend son marteau, qui s'appelle d'ailleurs un Merlin, et grâce à ça, il débloque la porte d'Orient d'un côté, la porte d'Occident de l'autre côté, il ouvre les deux portes, et il fait passer en tapant sur le front, où il effronte. Donc notre Merlin nous fait passer de l'Orient à l'Occident. Et à ce moment-là, à l'Occident, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'île de la connaissance, Avalon, l'île des pommes, bien sûr. Alors la pomme, pourquoi? Parce que c'est le fruit de la connaissance. Alors pourquoi c'est le fruit de la connaissance? Déjà, c'est une succession d'erreurs de traduction, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans la pomme, c'est que si je la coupe pas verticalement, mais si je la coupe horizontalement, à l'intérieur, j'ai un pentagramme parfait, c'est-à-dire une étoile à 5 branches. Donc, le nombre d'or est à l'intérieur. Alors on va se dire, est-ce que c'est l'homme qui a inventé le nombre d'or? Pas du tout, on le trouve dans la nature partout. Puisqu'on le trouve à l'intérieur d'une pomme, mais dans la spirale d'un escargot, mais des branches d'un sapin, si on regarde au-dessus, ils sont sous la forme d'une étoile à 5 branches. Est-ce que c'est la volonté d'un être supérieur qui est derrière? C'est peu probable, enfin je ne sais pas. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que stratégiquement, il est de l'intérêt de la nature de ne pas faire résistance au passage de la lumière. Parce que j'aurai plus d'informations, plus d'énergie, en allant en chercher le moins possible. Donc il est logique que stratégiquement, qu'on trouve le nombre d'or dans la nature. Donc, évidemment, quand on arrive sur l'île des pommes, on trouve l'Aor, la lumière, et trouvant cette lumière, je change de monde. Alors ça va plus loin que ça, parce que Merlin, bien sûr, il y a la quête du Graal. Et ça, le Graal, c'est quelque chose de vraiment intéressant, parce que déjà, est-ce que ça existait? Et quand on se représente le Graal aujourd'hui, on imagine une coupe, un calice, alors que si ça a vraiment existé, au mieux, ça serait l'écuelle d'un charpentier. Hein. Il n'y a aucune raison que ça soit un objet magnificent. Mais il y a une clé qui est excessivement intéressante à l'intérieur du Graal. Déjà en hébreu, ça veut dire plat, juste un plat et rien d'autre. Mais ce plat, en réalité, c'est le contenant de la lumière. C'est la coupe qui contient cette fameuse lumière qu'on cherche. Et c'est pour ça que dans la transsubstantation, par exemple, quand on dit on va boire le sang d'un prophète et qu'on va manger sa chair, l'idée, c'est de faire rentrer la lumière à l'intérieur pour qu'on se rectifie soi-même, et qu'on trouve cette lumière. Mais ça ne marche pas si c'est du sang. Parce que c'est un peu étrange quand même de dire un prophète, vous vous rendez compte, vous allez boire son sang, puis vous allez trouver la lumière, alors que dans le sang, c'est plutôt les émotions qu'on trouve. C'est pour ça que ça porte la même racine. Émo et émotion, c'est le même mot. Donc il doit y avoir un truc. Et le truc, on peut le mettre en évidence quand on prend un calice en or ou doré, avec du vrai métal, on met de l'eau dedans. D'ailleurs, vous remarquerez que le vin de messe, c'est du vin blanc, ce qui est quand même intéressant. Quand on veut représenter le sang d'un prophète, on aurait pu au moins mettre du vin rouge. Donc si on met du vin blanc, c'est qu'il y a une autre raison. Quand on éclaire à l'intérieur, on s'aperçoit que le liquide devient rouge. Parce que la lumière se réverbère sur les parois de métal, la fréquence change, et la couleur devient rouge. Mais là, ça change tout. Ça veut dire que le sang du Christ, c'est pas du sang, mais la lumière. Et à ce moment-là, on n'est plus dans une religion souffrante, où on doit se racheter de quelque chose, mais au contraire, le prophète laisse passer la lumière. Alors, c'est ce qui se passe avec notre Merlin, ou avec la quête du Graal. En réalité, on cherche cette quête. Alors, il y a aussi des clés qui sont données entre les tables. Vous remarquerez que les tables, il n'y en a pas une, mais il y en a eu deux. Nous, on pense toujours à celle d'Artus, mais en réalité, il en a donné une à son père. Et ça représente le passage du judaïsme au christianisme. Le judaïsme est basé sur le chiffre 49. Alors, il y a une raison à ça, c'est-à-dire qu'on parlait des 7 étapes tout à l'heure, des 7 mondes à franchir. Dans l'arbre des séphirotes, il y a 10 sphères, mais il y en a 7 qui sont accessibles à l'homme. La première sphère, c'est l'unité. La deuxième sphère, c'est l'idée que l'unité a de se fractionner. La 10e, c'est celle où on habite. Donc on n'a pas besoin de travailler dessus parce qu'on passe notre vie à le faire. Et les 2 premières sont en dehors de notre création. Donc si je prends 10 sphères et que j'en tire 3, il en reste 7. Et c'est pour ça que les 7 marches sont aussi importantes pour nous. Donc ce qui veut dire que ça représente le judaïsme, chandelier à 7 branches par exemple, mais cette énergie dans la totalité, c'est cette énergie multipliée par elle-même. Donc 7 fois 7 est donc 49. Donc à chaque fois qu'on aura le chiffre 49, on parlera du judaïsme. Alors par contre, le christianisme, ça va être autre chose. Ça va être le nombre 12 qui va être basé. Alors il y a une raison à ça aussi, c'est que quand on prend le nom de Dieu
en hébreu celui qu'on ne prononce pas. En réalité, on peut le prononcer, le Yahvé, je le prononce, pour le moment le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de le prononcer, ça veut dire qu'on ne peut pas le prononcer. Parce que un Dieu est, c'est la différence avec les hommes, c'est qu'il vit dans un éternel moment présent. Et le fait de le prononcer le met dans le temps. Donc on ne peut pas le faire. Hein, on peut pas. D'ailleurs, le nom de Dieu veut dire je suis celui qui est, mais au présent, au passé, au futur. Pour nous, on ne peut pas expliquer ça. Donc c'est pour ça qu'on ne le prononce pas. Donc ce nom contient 4 lettres différentes. Enfin, 4 lettres dont 2 fois la même. Yod, E, Vav, E. Et le nombre de permutations possibles que je peux faire de ces lettres, ça fait 12. Donc on va dire que l'énergie de Dieu dans sa plénitude, c'est 12. C'est pour ça qu'il y a 12 apôtres, c'est pour ça qu'il y a 12 maisons dans le zodiaque, et ainsi de suite, qui est la manifestation de Dieu. Et à chaque fois qu'on change de plan, c'est-à-dire quand Dieu descend sur Terre, ou quand l'énergie de Dieu descend sur Terre, on remultiplie par lui-même. Donc on va tomber sur 144. Et c'est pour ça qu'il y a 144 000 justes qui vont être sauvés. On a mis 1000, hein, parce que 144, ça n'aura intéressé personne. Hein. Donc je me retrouve maintenant avec 2 chiffres intéressants. Je me retrouve avec 49 et 144. Donc Merlin, lui, lors de cette quête du Graal, il va faire une table qui va donner au père d'Arthur, qui s'appelle Uther Pendragon, la tête de dragon. Et cette table, elle a 50 sièges. Alors pourquoi elle a 50 sièges? Pour les chevaliers, dont un qui est le siège périlleux, c'est-à-dire l'endroit où on ne s'assoit pas. Donc 49 sièges. Donc 7 fois 7, donc c'est le père, c'est l'ancienne religion. Et puis après, quand Arthur arrive, eh bien la nouvelle table, elle a 150 sièges. Moins 6. 4 pour les points cardinaux. 1 pour le roi et 1 pour le chevalier parfait. 144, 12 fois 12, passage à la nouvelle religion. Et tous ces chevaliers, ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est l'équilibre entre le haut et le bas, ou plutôt ils essayent de l'amener au roi, qui dit d'ailleurs un roi, une terre. Et il se dit, si moi je vais bien et que je suis parfaitement en équilibre, alors je vais être un souverain éclairé, je vais pouvoir éclairer mes sujets. C'est ce qu'il fait au début. Après, il tombe dans le pouvoir. C'est là où Merlin le lâche. Mais au début, au contraire, il veut aller chercher cette lumière, et d'ailleurs les chevaliers vont le chercher pour lui. Alors ils essayent tous de le chercher, hein, plus ou moins, et on voit qu'ils tombent tous dans des émotions diverses et multiples. Et à chaque fois qu'ils sont dans des émotions, ils ne peuvent pas le trouver. Alors il y en a un qui l'a presque trouvé, qui est Perceval, et puis il retombe dans ses émotions, il n'arrive pas à maîtriser, et c'est pour ça que c'est le père cheval. Et c'est le cheval qui est son Fougueux, corps, voilà, fougueux, ces émotions qu'il n'arrive pas à maîtriser. Il y en a qu'un qu'il trouve qui s'appelle Galahad, et Galahad, ça veut dire le pur. Évidemment, dès l'instant qu'il est pur, il trouve le Graal, mais quand il le trouve, voit Gal, évidemment, on revient toujours sur la même pierre, mais dès qu'il le trouve, il disparaît, et il ne le ramène pas. Parce que bien sûr, il a trouvé la lumière, et trouvant la lumière, il est lui-même transformé en lumière, et donc il ne peut pas l'amener. Mais Morgane là-dedans. Ah, Morgane, oui, Morgane. Anna Nafrad, ou Thrad Bessed, Dorian Hein, du film, hein, mais c'est d'excellents films. Mais cette phrase est très importante, me semble-t-il. Ça a été mis dans un film, soit, mais ça va bien au-delà. Alors, elle est très importante, cette phrase, effectivement, parce que c'est 3 mots de ce qu'on appelle la vieille langue. C'est-à-dire qu'il y a une langue qui se transmet de bouche à oreille, qui est une musique particulière, qu'on ne peut pas apprendre. C'est-à-dire que si on dit un mot dans la vieille langue, et que vous ne l'avez pas intégré, vous vous en souvenez pas. Alors, il a utilisé ces 3 mots qui veulent dire exactement le souffle du dragon. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, hein, quand Uther, justement, veut la femme de son voisin, donc il la fait courir sur le souffle du dragon, il lui donne l'apparence. Cette vieille langue, elle est transmise. Donc évidemment, elle est très importante parce que toutes les vieilles transmissions, toutes les vieilles forces de la nature, parce qu'on est quand même dans l'animisme, le paganisme, hein, où il y a des forces partout, où il y a des esprits des bois, où il y a des vouivres, où il y a... Hein. Donc oui... elle est très importante et je me pose la question d'où Bormann a sorti cette phrase. Alors, qui est Morgane? Qu'est-ce qu'elle représente dans ce mythe, dans cette légende, qui nous donne des informations très importantes? Et pourquoi c'est cette phrase? Qu'est-ce qu'elle voudrait dire? Est-ce que, comme lui enseigne Merlin, c'est la manière d'amener le dragon? Oui, Quel est le dragon? Qu'est-ce que le dragon? Alors là, c'est une vaste question. Là, je ne sais pas si la nuit va suffire. Mais Morgane, déjà... Ce sera l'occasion pour faire la transition avec l'Orient après. Morgane, déjà, c'est Mor-Agan. C'est-à-dire que c'est une déesse bien antérieure encore à l'histoire de Merlin. Et c'est pas une déesse sympathique du tout. C'est-à-dire que c'est une déesse chaotique. Elle est là pour créer la destruction. Elle représente la matière la plus agitée. Elle représente le chaos.
Donc ensuite, on reprend ce personnage sous la forme de presque une femme humaine, hein, Morgane, mais dont le seul intérêt est de voler les secrets de Merlin. D'ailleurs, elle finit par être consumée par ces secrets-là. Hein. Mais c'est la résurgence d'une vieille déesse encore plus dangereuse, encore plus sauvage, qu'on a intégrée un petit peu à cette nouvelle histoire. Alors moi, je préfère Viviane parce que c'est une fée, et ça, c'est encore une autre histoire. Viviane, puisque je vais passer à Viviane. Morgane, je ne peux pas en dire plus dans le sens où c'est une résurgence de cette vieille déesse et on l'a intégrée à l'intérieur de l'histoire pour montrer que le pouvoir corrompt et que cette femme, le seul intérêt qu'elle avait, eh bien, c'était de faire croire à Merlin qui n'était pas dupe de lui donner ses pouvoirs. Alors par contre, Viviane, qui l'enferme finalement, hein, mais elle ne l'enferme pas pour le tuer, elle l'enferme pour le protéger des hommes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il serait dans la fontaine de Barenton. Et là, on dit que de temps en temps, on voit apparaître Merlin. Et Merlin dit d'ailleurs, quand Viviane l'enferme, que maintenant, il n'apparaîtra que dans les rêves des hommes. C'est comme s'il était allé dans une autre réalité, justement. Et que Viviane avait ouvert cette porte d'une autre réalité. Alors, le dragon, maintenant. Alors, Merlin dit dans son testament, le testament de Merlin, d'ailleurs, où il explique à un de son disciple, le dragon, c'est la connaissance. C'est-à-dire, c'est l'unité. C'est la totalité. Et il dit à tel point, c'est que tu ne peux pas voir ce dragon, cette connaissance, être consumée par lui. C'est tellement important. D'ailleurs, on le voit justement dans le film, où il dit ça, il y a son élève à ce moment-là, justement Arthur, qui dit « Mais il est où le dragon ?» Et Merlin lui dit « Tu es dedans, il est partout, tout autour de toi. » Pour montrer que c'est vraiment cette connaissance. Alors le dragon, c'est aussi Lucifer. C'est-à-dire que c'est la matière qui contient le feu à l'intérieur, qui contient ce feu secret. Et c'est pour ça que les dragons crachent du feu, d'ailleurs. Alors ça, c'est l'acception, je dirais, païenne, entre guillemets. Le dragon représentera toujours la connaissance des choses cachées. Alors s'il est vert, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, ça sera encore plus important. Alors d'un point de vue chrétien, c'est-à-dire Saint Michel terrassant le dragon, mais à l'origine Michael terrassant le dragon, c'est excessivement intéressant si on le regarde pas au premier degré, mais au second degré. Le dragon représente le feu d'en bas, c'est-à-dire la lumière piégée à l'intérieur de la matière. Michael ou Saint Michel représente le feu d'en haut, c'est-à-dire la lumière d'en haut. D'ailleurs, son attribut, c'est une épée flamboyante, qui représente le feu d'en haut. Et on voit Saint Michel terrassant le dragon. Alors d'ailleurs, il ne le tue jamais, hein, il le terrasse. C'est comme si Saint Michel tendait la main au dragon. Grâce à son épée, il perce la peau du dragon, c'est-à-dire il ouvre les apparences pour libérer le feu qui est à l'intérieur. Donc Saint Michel ne tue pas le dragon, il tente de le libérer. Ce qui est déjà beaucoup plus chrétien, parce qu'en imaginant, vous vous rendez compte, le dragon il est déjà à vos pieds, en plus vous lui mettez un coup, alors que lui, représentant la lumière d'en haut, tendant la main à la lumière d'en bas, c'est quand même beaucoup plus joli. Et on peut dire que si le dragon accepte de perdre sa forme, alors son feu est libéré, le feu d'en bas rejoint le feu d'en haut, et la création est terminée. Et là, c'est l'ouverture de la voie du milieu, c'est-à-dire c'est l'équilibre. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors ça, c'est une belle leçon. Alors le dragon, dans les contes de fées, représente ça à tous les coups. Parce que qui peut réussir à vaincre le dragon? C'est le beau chevalier, celui qui est pur, celui qui est juste, celui qui est droit. Celui qui va, pour montrer qu'il est le plus fort, qu'il est coléreux, il est consumé par le dragon, il est consumé par ses propres émotions. Le héros. Le héros, alors qu'on entend bien sûr dans la langue des oiseaux, le R-O. Et bien sûr, le R-O est le contraire de l'or, O-R. Donc il y a peut-être une clé à l'intérieur, allez savoir. Pourquoi vous rougissez? Ben, c'est normal, c'est la couleur de l'œuvre. Est-ce que cette île d'Avalon, comme vous avez parlé, existe-t-elle vraiment, ou a-t-elle existé Je dirais la meilleure manière de le savoir, ce serait de demander à Merlin. Parce que est-ce que Merlin a existé aussi, ça on ne sait pas. Est-ce que Camelot a existé aussi, ça on ne sait pas. Alors après, il y a des réalités historiques, comme Artus, hein, qui était le roi Arthur, on le trouve partout, hein, on le trouve en Grande-Bretagne, en Basse-Bretagne, il y a des tombeaux de lui partout, il y a plein d'histoires. Dans le film dont on parlait tout à l'heure, il finit à la fin en s'entretuant avec son fils Mordred, mais il y a d'autres histoires où il ne meurt pas du tout ici et où il se passe d'autres choses. Donc il y a le personnage, je dirais, de légende, et puis il y a des réalités historiques. Alors après, rien ne s'oppose au fait, encore une fois, qu'il y ait d'autres réalités et que sous certaines conditions, il y a des interpénétrations entre ces réalités. Mais encore une fois, ça reste de la supputation.
Et on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Un grand merci à Patrick Buranstianas pour ce décryptage alchimique incroyable, c'est passionnant. Et quelle chance d'avoir cet homme qui nous explique avec talent, simplicité et passion son art et son savoir. Qui devient avec un petit effort quand même accessible à tous ceux qui cherchent et qui s'interrogent, les curieux de tout poil qui, comme moi, ne sont spécialistes de rien, mais s'intéressent à tout. Là, vous allez pouvoir briller en société, de Blanche-Neige à Merlin en passant par les Schtroumpfs. Sinon, je prépare une autre émission, toujours sur la langue des oiseaux et l'alchimie, mais appliquée sur un tout autre domaine, et vous verrez, c'est super intéressant aussi. Donc merci à Monsieur Buranstianas, et allez, force à vous et à vos proches. Ciao ciao.